Bonjour à tous, bienvenue. Il est 13 heures. Je vais laisser le temps à ceux qui veulent se joindre à nous de nous rejoindre. Euh, donc c'est une première. Ça me fait plaisir d'avoir l'occasion de pouvoir vous proposer cette interview. Bienvenue. Donc vous voyez pour certains la vidéo en direct et pour d'autres vous aurez l'occasion de la voir en replay. Bonjour Sébastien. Salut, ça va? Bonjour. Ouais, ça va. Je suis super content de te voir apparaître, que tout fonctionne bien. C'est super. Oui, moi aussi. Merci d'avoir pu te libérer, de pouvoir nous accorder un petit peu de temps pour. C'est une première, hein. C'est toi Oui, qui pour moi aussi. inaugure. Oui, c'est une première sur Instagram. Sur Instagram aussi, heureusement que tu m'as un petit peu dit hier comment faire parce que j'étais déjà voilà, j'ai pas trop l'habitude effectivement que ça se passe par les réseaux sociaux, mais pourquoi pas. Ouais. Euh, Écoute, c'est un petit peu l'époque qui veut qu'on innove des nouvelles façons de se rencontrer et hmm, d'échanger, et de communiquer. Euh, oui, Ben écoute, vraiment merci d'être là. On va démarrer, hein, tant qu'à faire. Euh, avec je vais faire avec plaisir. ma petite introduction. Donc en fait, je nous invite à passer un moment tous ensemble en compagnie de l'amour d'une façon très simple et vraiment pragmatique, de porter notre attention sur ce mot qui résonne en fait de mille manières dans nos vies, hein. C'est vraiment l'amour, on en parle un peu à toutes les sauces, de toutes les façons, pour des choses légères, pour des choses très profondes. Et en fait, la question, ben oui, c'est quoi l'amour? Ou plutôt, on pourrait dire peut-être, c'est qui l'amour? Et en fait, je me disais, si l'amour était la somme de tout, de même que le blanc est la somme de toutes les couleurs. Il y a une citation que j'aime beaucoup, qui est sans amour, le monde serait inanimé. Chaque atome est épris de cette liberté, de cette perfection et se hâte vers elle. À chaque instant retentit de tous les côtés l'appel de l'amour, nous dit le poète mystique Rumi. Euh, et si l'amour était tout, mais tout c'est tellement abstrait dans le fond, hein, c'est impalpable, c'est quelque chose qui est, on ne sait pas comment l'ajuster dans notre vie, quoi. Comment sortir de cette abstraction dans le fond. Et donc je me suis dit que pour répondre à cette question, ce serait chouette et intéressant de pouvoir simplement inviter, rencontrer des personnes telles que toi pour qu'ils puissent échanger, voir le chemin, le goût, la couleur que prend l'amour dans leur vie. Et en somme, si nous sommes tous peut-être une parcelle de cet amour, alors chacun de nous, quel qu'il soit, au nom de cette appartenance, peut exprimer en toute simplicité la façon dont cet amour résonne en lui. Et donc c'est dans cette optique-là que j'ai préparé des petites questions, hein, je t'en ai parlé, que je vais te poser. Mais avant de commencer, ce qui me ferait vraiment super plaisir, parce que euh, en fait, pour être tout à fait honnête avec les personnes qui nous voient en direct ou qui verront ce replay, toi et moi, on se connaît pas, on s'est jamais vraiment rencontrés. Je sais des choses de toi parce que j'ai adoré le livre que tu as écrit et je suis toujours touché par ta présence les quelques fois où on s'est croisés sans avoir vraiment échangé. Et donc, c'est vraiment un plaisir. Mais j'aurais aimé que tu te présentes un petit peu, que tu nous dises qui tu es, ce que tu fais et comment les personnes pourraient te connaître. Euh, bon, c'est toujours difficile de se présenter, mais voilà, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'habite à Bruxelles. Et puis effectivement, ben voilà, j'ai écrit quelques bouquins, mais qui ont surtout attrait à la marche et toute cette dimension symbolique et spirituelle que permet la marche. J'ai fait des études de communication sociale à l'IEX. Et puis par la suite, j'ai commencé à voyager assez bien. Suite à ces voyages, il y a donc des bouquins qui sont sortis. Puis suite aux bouquins, il y a eu des conférences. Et puis suite aux conférences, il y a eu pas mal de personnes qui sont venues me voir pour un accompagnement. Mais alors là, c'est vrai que moi, ça me mettait un petit peu mal à l'aise d'accompagner des personnes alors que je n'étais pas tout à fait formé pour, ou bien c'est toujours cette question de légitimité, hein, ne pas vouloir être l'imposteur, et puis leur Ouais, ressortir aussi un petit peu de cette dynamique de voilà
de sauveur face à une victime d'eux. Et puis alors j'ai eu la chance de me former à l'Institut de neurocognitivisme ici à Bruxelles, et ça m'a ouvert pas mal de portes. Ça m'a ouvert des portes sur la compréhension de moi, sur la compréhension des dynamiques relationnelles. J'ai travaillé également quelques années à Molenbeek où j'étais en charge de programmes de dialogue interculturel, et puis on a mis sur pied aussi avec des amis un long projet, un grand projet de marche trans-européen ou de marche trans-européenne plutôt, où en Et moi, 2000. c'est comme ça que je t'ai connu, hein. C'était au travers de la marche et de tes très grands trajets que tu as fait. Donc, super. Donc, Ouais. tu as connecté avec des gens au niveau européen pour lancer un projet qui est quoi exactement? Tout à fait. On a lancé des marches trans-européennes. En 2012, on avait lancé une première marche de Bruxelles à Aix-la-Chapelle avec une soixantaine de personnes qui ne se connaissaient pas et qui, au travers de la marche, ont vécu vraiment cette déconstruction de résistance pour expérimenter un espace de dialogue symbolique et réel où la rencontre, des rencontres profondes ont pu émerger. En 2014, on a réitéré l'expérience où on est parti de Ypres 100 ans après le début de la Première Guerre mondiale et où on a marché avec une centaine de personnes jusqu'à Istanbul. Voilà. Et puis alors il y a eu la marche de Ostende à Odessa en 2017. Et puis des marches aussi, des marches nocturnes, des marches urbaines. Et d'ailleurs, je vois que il y a John Van Coenberg qui nous a rejoint et puis il m'a pas mal aidé aussi dans l'organisation de ces marches nocturnes. Ok, super. Et écoute, moi, je t'invite à une petite marche ensemble à deux. Ça sera moins long. On va pas aller jusqu'à Istanbul, bien que l'amour peut-être pourrait nous emmener encore au-delà de tout ça. Merci pour la présentation. Est-ce que mais il me semble que tu as une actualité un petit peu différente, non? Aujourd'hui, tu travailles dans un. Ça m'a beaucoup touché aussi. Si tu peux dire un petit mot juste avant que je commence à te poser des questions. Alors, Parce que j'ai trouvé oui. ça, si tu veux t'en parler, mais. Non, mais absolument. Donc, depuis le mois de juillet, j'ai intégré un hôpital à Bruxelles, dans le centre-ville, l'hôpital Saint-Jean, où je suis accompagnateur spirituel. Et je trouve que c'est vraiment, c'est un cadeau de pouvoir être présent au chevet de personnes qui n'ont pas choisi d'être là. Et puis, ça rejoint aussi toute cette dimension spirituelle qui m'a animé tout au long de mes marches en solo. Et là, donc, je ne suis pas seul. On n'est pas seul face à ces rencontres. D'être sur le chemin et là, tu vas à la rencontre plus. Une personne qui ne peut pas se déplacer, qui ne peut pas bouger, en fait, alors qu'avant, tu étais vraiment dans une pérégrination. Oui, absolument. Ils ne peuvent pas s'échapper de là où ils sont en étant à l'hôpital et donc, c'est chouette aussi. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais sans doute qu'on en parlera un peu plus loin. Et aussi, ça m'intéressera par rapport à ce que tu fais, mais on le dira peut-être juste à la fin, que les gens puissent te retrouver et voir ce que tu fais. Tu as un site internet, je pense, hein, où on peut voir les différentes possibilités. C'est à ton nom ou Oui, voilà, bon, mon nom, voilà, c'est à mon nom, sebastiendefault.com, où voilà, il y a les différentes propositions. Voilà, c'est important. C'est important que les gens aillent voir et découvrent parce que c'est vraiment magnifique. Mais bon, ça c'est moi qui le dis, je vais pas te laisser le dire, mais c'est super inspirant. Allez le voir, c'est extraordinaire. Mais on va démarrer si tu veux bien, parce que je vais pas te prendre toute l'après-midi. Et en fait, la première question que j'aurais voulu te poser, en fait, c'est au moment où j'ai été vers toi et que je t'ai demandé de faire un interview d'amour, qu'est-ce que ça a suscité comme réaction? Parce que c'est un peu saugrenu quand même. Interview d'amour, c'est un peu les allumets, quoi. J'aurais voulu savoir, tiens, comment tu as ressenti ça? Comment tu as vécu cette demande et cette proposition? Je me suis dit, tiens, voilà un audacieux. Parce que, comme tu le disais dans ton introduction, voilà, l'amour est utilisé à toutes les sauces. L'amour est peut parfois devenir même un terme galvaudé. Où voilà, on peut y voir aussi un petit peu les romans à l'eau de rose. C'est un peu un fourre-tout, au fait. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment un sujet
bon, c'est un sujet que je dirais qui est éternel. On n'est pas au bout de cette question parce qu'on en est, on n'est pas capable d'être dans cette constance d'amour. Ok, Enfin, en tout cas, pas merci. moi, quoi. Ouais. C'est quoi les premiers mots qui te viennent en fait quand on parle d'amour? C'est quoi les premières choses qui surgissent en toi spontanément? Pour moi, c'est surtout c'est une action. Hein. C'est pas l'amour, c'est une sollicitation, c'est une invitation qui sollicite notre liberté et voilà notre pleine liberté d'abondir, d'abonder plutôt dans ce sens, ou bien d'ignorer cette invitation, parce que je pense que on est invité, on est pétri de cette question, de cette sollicitation, de cette invitation tout au long de nos actions, tout au long de nos jours, enfin de nos journées, et tout au long de notre vie. Mais voilà, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est capable de voir ces sollicitations qui sont parfois euh, à peine perceptibles, mais c'est une invitation à l'action. Pour moi, ça me paraît de plus en plus évident, et ça sollicite Ok, surtout notre liberté. ok, merci, merci. Et justement, quand tu parles d'action, c'est quelque chose de très concret. Mais du coup, est-ce que tu as rencontré des personnes qui, plus que d'autres, pour toi, incarnaient le mot de l'amour ou étaient des exemples d'incarnation, enfin, de passage à l'action, quoi, dans ta vie? Mhm. Est-ce que ça a joué un rôle dans ton rapport à ta capacité à passer à l'action? Est-ce que, par exemple, dans tes voyages, c'est d'autres personnes, c'est d'autres pèlerins qui t'ont inspiré ou pas? Je sais pas. Je pose la question un peu naïvement, on va dire. Non, mais je pense qu'on a tous nos exemples. Mais quand je pense quand je lisais ta question, la première personne qui me venait à l'esprit, c'est ma mère, qui est une personne qui est vraiment dans un don gratuit d'elle-même, et qui moi me touche profondément, quoi. Est-ce que je suis capable de ce même don gratuit toujours? C'est aimer sans attendre quelque chose en retour. Dieu sait à quel point c'est parfois ingrat d'être parent. Euh, bon, c'est magnifique, mais bon, on donne, et puis on reçoit. Enfin, comment dire, on reçoit en retour, mais peut-être pas toujours sous la forme de gratitude. On reçoit en retour au travers de la présence de ces enfants qu'on chérit, mais qui consomment l'amour donné comme un enfant consomme la vie à pleines dents. Enfin, euh, voilà, sans se rendre compte effectivement que derrière cet amour, il y a aussi toute une infrastructure, et ma maman a toujours été quelqu'un qui a donné sans compter. Et moi, ça continue à m'habiter. Je trouve ça extraordinaire de voir ses parents qui donnent sans aimer. Et puis c'est vrai que moi, quand j'ai eu mon premier enfant, je me disais, oh mon Dieu, comment est-ce que je pourrais encore aimer un. J'aime tellement ce premier enfant, est-ce que je serais capable d'en aimer un autre? Et puis il y en a eu un second qui est arrivé, qu'on aimait tout autant, et puis on se disait, ça y est, notre coupe est pleine. Eh bien non, le troisième nous a montré que, en fait, plus on donne de l'amour, plus on en reçoit, et c'est vraiment un cercle vertueux, quoi. Mais où ça s'arrête? En tout cas, ça me touche beaucoup que la personne que tu cites soit ta maman, parce que bah, notre mère, avec notre père, mais notre mère en particulier, c'est celle qui nous met au monde. Et donc, c'est s'il y a bien une personne dont l'amour et le regard d'amour et la tendresse étaient essentiels, c'est votre maman. Donc, je trouve ça magnifique que tu cites ta Mm. maman. J'y avais même pensé que ce serait possible. Et quand tu me le dis, mais évidemment, c'est la première personne au monde qui peut susciter l'amour. Et je crois que c'est une Mm. bénédiction et magnifique que tu aies pu citer cette personne. C'est pas toujours le cas de tout le monde. Donc, Je la pour te saluerai toucher. bien. Pardon, Oui. je la saluerai bien en ligne, mais malgré tous mes efforts pour lui expliquer comment fonctionnent un petit peu les réseaux sociaux, même moi, je suis pas un as là-dedans. À mon avis, elle ne nous regarde pas Mais maintenant, là. on peut lui envoyer une pensée amoureuse. Voilà. Absolument. Ok. J'aurais voulu te demander aussi, euh,
quand on parle d'amour, moi j'aime bien faire la distinction, je vois ça avec mes patients en tant que thérapeute, souvent je fais la distinction entre l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour du monde. Est-ce que ça te parle un petit peu de faire ces trois distinctions? Et si oui, est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ce qui est l'amour de soi-même, qui peut sembler égoïste et peut-être euh, l'inverse de l'amour, peut-être, je ne sais pas. L'amour des autres, un peu plus évident, comme tu viens d'en parler partiellement. Et puis l'amour du monde, de la vie, de la nature, peut-être en ces temps Mhm. particuliers, vu les circonstances climatiques ou la nature qui est en danger par certains aspects. Enfin voilà, je ne veux pas trop t'en dire. Comment ça résonne en toi, ces distinctions sur les trois modes? Mais moi, j'ai peut-être cette naïveté de croire qu'on a tous une mission ici-bas. Euh, ben déjà voilà, on a sans doute cette mission d'aimer, qui est sans doute le premier commandement. Euh, mais voilà, cette mission-là d'être un aimant, et ça va dans les deux sens forcément, parce qu'un aimant, ben voilà, il y a toujours deux pôles qui s'attirent. Euh, ben voilà, si on n'investit pas son rôle d'acteur d'amour, peut-être qu'on loupe cette première mission qui nous incombe en fait. Euh, et donc, quand j'avais lu ta question, je voyais vraiment une linéarité. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'action juste vers l'autre s'il n'y a pas une action juste, un rapport plus juste à cette notion d'amour qui est. L'équilibre, quoi. Mais absolument. Enfin voilà, comment peut-on donner si on n'est pas capable de recevoir? Ça me paraît assez évident. Et puis dans mes longs périples, je me suis rendu compte aussi que recevoir, c'est pas évident, quoi. Hein. Souvent, c'est plus facile de donner que de recevoir. Et puis dans mes longs périples, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai rencontré, enfin vraiment beaucoup de personnes qui sont venues à moi et qui m'ont proposé de loger chez elles alors qu'elles ne me connaissaient pas. Je trouvais ça vraiment Ouais, extraordinaire. Et puis au début, je trouvais pas ça toujours évident d'être inondé de chaleur, comment dire, de propositions, d'un logement, d'un repas. Et puis alors au petit matin, on me donnait encore davantage. Et il y a même des recevoir, personnes qui voulaient me. recevoir. Oui, Te mais non. donner de l'argent. Pardon? Il y a des gens qui te donnaient de l'argent, je me souviens, c'est tout à fait Il y a fou, des gens quoi. qui me donnaient de l'argent et puis ça c'est voilà, je veux dire mon ego en prenait un coup, mais je me disais voilà, pourquoi est-ce que tu n'es pas capable d'accueillir cet argent? Accueille-le tout simplement. Et le fait de pouvoir accueillir cet argent m'a permis à mon tour de pouvoir le donner à des personnes qui étaient encore plus dans le besoin. Et donc on rentre dans une dimension presque vertueuse de la relation à l'autre, c'est que le fait de pouvoir vraiment recevoir et accueillir te permet de te réajuster par rapport à cette mission, je crois. Et cette mission, voilà, mission divine peut-être. Pour moi, enfin, comment dire, il y a aussi un lien avec le très haut, je dirais, ou avec le divin. Pouvoir accueillir cet amour permet peut-être davantage de t'ajuster par rapport à voilà, par rapport à qui tu es, par rapport à ta propre identité. Et puis peut-être ça te permettra d'aller vers des horizons que tu n'aurais jamais osé parcourir par toi-même. Euh, le fait de pouvoir aimer permet de rentrer dans cette sensibilité subtile qui te permet justement d'entrevoir des choses que tu ne verrais pas si tu es dans cette dialectique de l'urgence où il faut tout Mhm. de suite j'éprouve un vide, il faut le combler. Or que éprouver le vide, c'est vraiment une invitation à rentrer en soi et de parcourir son désert intérieur. Et Dieu Mhm. sait qu'il y a des choses extraordinaires à découvrir dans un désert. Ouais, ouais, merci. Ouais, c'est magnifique. Ouais, je Tout suis, intérieur, tout intérieur qu'il soit. ouais, ouais. Ouais, merci pour cette réponse. Ça me touche beaucoup l'idée d'un aimant, que c'est les deux pôles. J'avais jamais pensé à ça, mais je le réutiliserai avec mes patients quand je travaille les couples. C'est une très très belle métaphore. Merci. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais que les gens fassent plus dans un esprit d'amour, dans le fond, si c'était possible, si on avait une baguette magique, un petit peu dans la logique de ce que tu viens de dire?
mais je dirais d'agir dans la simplicité, dans la liberté ben voilà, du quotidien. Voilà, par exemple, en traversant la ville, de poser déjà un regard d'amour sur l'autre. Et là aussi, ce n'est peut-être pas évident. C'est riche de conséquences aussi de poser un regard d'amour sur un inconnu, sur une personne qui, de prime abord, ne nous ressemble pas. Poser ce regard d'amour sur cet autre permet aussi de revisiter notre paysage intérieur et de revisiter euh, peut-être nos conditionnements et les raisons qui nous poussent à penser d'une façon ou d'une autre, qui nous poussent à juger. Et donc poser ce regard d'amour sur l'autre permet de déconstruire aussi, je crois, euh, voilà nos systèmes de valeurs euh, qui euh, qui induit des jugements, quoi. Okay. Je me Ouais. posais Donc aussi la voilà, question en Pardon. préparant en préparant cet entretien, évidemment que le mot cœur avait émergé et je me demandais pour toi, est-ce que le mot cœur a une place particulière? Est-ce que c'est un centre énergétique auquel tu te relies consciemment, ou physiquement? Quelle place prend ce mot cœur qui, évidemment, a une place importante aux côtés du mot amour? Mais pour moi, ça va dans plusieurs dimensions. Pour moi, le cœur aussi, c'est la traversée de l'horizontalité, de la verticalité. C'est qu'au fur et à mesure, nous qui nous déplaçons, eh bien, on traverse l'horizontalité d'un paysage, euh, l'horizontalité d'un relief, et au fur et à mesure qu'on avance, qu'on parcourt cette horizontalité, eh bien, on traverse aussi, on parcourt une verticalité. Et donc, pour moi, le cœur se trouve aussi au croisement de l'horizontalité, de la verticalité. C'est aussi cet instant présent qui est empreint ben voilà, il y en a qui diraient d'énergie. Moi, j'aime bien le mot grâce. C'est que cet instant présent, ben, il peut être vide ou il peut être rempli. Tout dépend de de comment on l'habite cet instant présent. Mais le cœur aussi, pour moi, c'est une finalité. On dit aussi que le plus long chemin, j'aime bien les petits cœurs qui surgissent là sur ton compte. Mais on dit aussi que C'est un cœur qui vient du Sénégal en plus. C'est ma belle-sœur que j'embrasse. Bonjour Moumi. Non, pour moi, le cœur aussi, c'est voilà, c'est quelque chose. Enfin, c'est une direction. Hein, c'est une direction dans un environnement qui n'est pas toujours évident, dans des vies où on perd parfois nos balises, dans des contextes comme le nôtre, où il y a pas mal d'anxiété qui germent parce que les liens se délient. Le cœur, pour moi, permet de retrouver une direction. Et d'ailleurs, ce qui est quand même étonnant, c'est que plus les liens se délient, plus on a tendance à perdre le sens des choses. Je crois vraiment très fort à cette combinaison de liens et de sens. Quand nos liens sont investis de cœur, eh bien, on retrouve du sens, je crois, dans nos vies. Et alors, pour terminer ta question, enfin, pour terminer, je crois que ta question ne sera jamais complètement répondue, mais c'est que je trouve qu'il y a un chemin extraordinaire à parcourir. C'est un chemin de 30 centimètres et c'est un chemin de la tête au cœur. Et Dieu sait à quel point ce chemin-là, il est tellement plus ardu, effectivement, compliqué que n'importe quel chemin physique ou pèlerinage physique comme j'ai pu en faire. Mais écoute, justement, tu as introduit la question suivante qui était un petit peu le fait qu'on oppose souvent le mental et le cœur, parce qu'on vit dans une époque qui surinvestit le mental un petit peu au détriment du cœur. Et je vois souvent mes patients, je dois les faire passer de tout dans la tête, de la maîtrise et du contrôle, à un lâcher prise, à un ressenti, à une ouverture et à un accueil. Est-ce que tu as eu des cas dans ta vie qui illustrent le fait que toi, tu as dû faire ce passage ou est-ce que ça t'évoque quelque chose en particulier? Parce qu'on est tous Oui, confrontés à cette logique un petit peu.
Bien sûr, mais je voudrais pas trop rentrer dans un rapport binaire cœur versus mental. Euh, dans un de mes chemins, justement, j'ai vécu des choses qui étaient tellement sensibles, tellement profondes, qu'elles nécessitaient un décodage rationnel, euh, non pas pour pouvoir réduire l'expérience, mais pour pouvoir la reconnaître par la suite. Euh, Quand je marchais, c'était en 98, vers Compostelle, j'ai vraiment eu une expérience de rencontre avec moi qui était extraordinaire. Mhm. C'est presque une expérience divine, en fait. Hein, ou bien est-ce que c'était la rencontre avec le divin au travers de moi? Je ne suis pas encore au bout de cette question, mais sans doute tout est imbriqué. Mais l'expérience était tellement subtile que si je restais au niveau sensible, sans pouvoir mettre des mots dessus, donc sans rationaliser l'expérience, je pense que par la suite, quand je m'étais approché d'autres expériences similaires, je l'aurais peut-être pas saisi. Et peut-être que j'aurais même oublié une partie de cette expérience. Et donc, pour moi, la raison est souvent au service du cœur. La raison permet vraiment de comprendre aussi ce que le cœur induit. Et pour moi, les deux sont intrinsèquement liés, quoi. Hein. Bon, évidemment, il ne faut pas être coupé de l'un ou de l'autre. Ça me paraît vraiment le cœur et l'esprit euh, euh, où la raison me paraissent vraiment intrinsèquement liés. Mhm. Tu parles du chemin de Compostelle que tu as effectivé fait il y a quelques années. Est-ce qu'il y a un objet ou un lieu que tu relis en particulier à l'amour? Et si oui, est-ce que c'est quelque chose qui est encore présent dans ta vie ou un lieu où tu retournes régulièrement parce qu'il y a une connexion particulière avec cette dimension de l'amour pour toi? Mhm. Pour moi, le lieu, ça peut être n'importe où, mais un objet qui moi m'a fortement, comment dire, parlé dans mes parcours, et c'est peut-être lié à cette première expérience de Compostelle en 98. J'avais 25 ans, 24, 25 ans. C'est euh, c'est la coquille de Saint-Jacques, au fait. Ah Euh, oui, Moi, cette c'est un coquille de bel objet. Saint-Jacques, c'est un très bel objet et je trouve que c'est un objet aussi qui est très symbolique parce que il nous symbolise aussi, c'est notre capacité de pouvoir, notre faculté de pouvoir accueillir, de recevoir ce qui nous dépasse. Mais le problème, c'est que cette coquille, voilà, souvent, elle est ébréchée. Euh, Aussi bien que quand elle est ébréchée, eh bien quelque part, on n'arrive pas à contenir ce qu'on reçoit. Et, euh, et voilà, ça peut susciter en nous un sentiment de vide et parfois on aurait tendance à aller chez l'autre ou combler notre vide de façon peut-être futile. En tout cas, je pense que quand on se sent vide, on s'en rend compte. Hein, mais la façon dont on le comble est intéressant. Et en tout cas, ce que moi j'ai trouvé très intéressant dans cette expérience de pérégrination, c'est que le fait de pouvoir marcher au long cours permet de remettre les choses à sa juste valeur, à sa juste place, et ça permet vraiment aussi de peut-être de se pardonner et de pardonner d'autres. Et pour moi, cette faculté de pouvoir lâcher, pardonner, permet de ressouder aussi ce qui était bréché. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'au bout de ce premier chemin, ce premier pélé, sans doute que ma coupe n'était pas complètement ressoudée, mais ça s'est quand même vachement ressoudé, quoi, de sorte à ce que, ben voilà, cette coupe à un moment donné, elle était à nouveau un contenant pour pouvoir Mhm. contenir voilà, cet amour, cette grâce, cette énergie qui nous touche jour après jour, mais qu'on n'arrive peut-être pas toujours à accueillir. Et ce qui est magnifique, à un moment donné, cette coupe, elle surabonde. Et puis alors là, on est dans le don gratuit. On donne non pas parce qu'on veut quelque chose en retour, mais on donne parce que voilà, on a quelque chose à donner qui ne nous appartient peut-être pas tout à fait, quoi, mais qui nous appartient de le faire, enfin, qui nous appartient de donner. Ouais, merci, merci. Tu parles de grâce. Euh,
est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir une expérience un peu d'unification, une expérience où tu t'es vraiment senti totalement relié, en particulier? Tu parlais un petit peu d'un moment très spécial que tu as vécu sur le chemin de Compostelle, mais peut-être que c'est autre chose qui te vient à l'esprit quand on parle de moments un peu de grâce et d'unification. Oui, mais C'est un moment- voilà, Non, je t'en j'ai prie, la explique. chance. Non, mais comment dire, je dirais presque, nous ne sommes pas acteurs de la grâce qu'on transmet, quoi. Ça, il faut être très attentif à ça. Si une personne est touchée par la grâce, voilà, je veux bien admettre que ça passe au travers de nous, mais qu'on n'en soit pas comment dire, L'artisan. oui, d'une certaine façon, oui, mais en tout cas, c'est la grâce qui peut guérir l'autre. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est sans doute aussi ma faculté de pouvoir recevoir quelque chose ou de transmettre quelque chose qui me dépasse, qui permet de peut-être plus justement toucher l'autre, enfin, ou que l'autre soit touché. Est-ce qu'on Euh, pourrait dire que c'est une collaboration entre moi et ce qui me traverse? Je pose la question. Oui, tout à fait, absolument. Enfin, c'est l'expérience que j'ai vécue au travers de mes marches au long cours. Et puis, quand je suis, ben voilà, aussi à l'hôpital, quand je suis avec euh, des personnes qui ne vont pas bien, parfois il y a quelque chose qui les touche et alors que, voilà, tu dis quelque chose, tu fais quelque chose. Parce que tu penses que c'est bien de le faire au moment même, mais c'est pas du tout de l'ordre du calcul forcément, et parfois tu t'en rends même pas compte, quoi. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette, c'est que tu te rends pas compte, tu te rends pas toujours compte qu'il y a quelque chose qui se passe, parce que tu risquerais sinon de te l'approprier, et puis ça me paraît moins juste, quoi. Ouais. Mhm. Merci pour tout ce que tu dis. Ça fait une petite demi-heure là qu'on parle d'amour et j'avais un petit clin d'œil par rapport. En fait, parler d'amour, ben, ça nous met dans une certaine énergie. Euh, ton niveau d'amour là, il se situe à combien plus ou moins? Enfin, c'est un petit peu étrange, mais moi souvent j'utilise l'échelle de 0 à 10 avec mes patients en disant quelle est votre humeur ou quelle est l'amélioration. Et j'aurais voulu te demander, tiens, on parle d'amour, est-ce que ça fait monter ta jauge ou pas, ou est-ce que elle se Oui, situe à un niveau? oui, ça me permet de me réorienter, enfin comment dire, oui, c'est un peu une réorientation, hein, enfin ou du moins c'est un peu une balise. Parler de ça, ça me permet d'évoquer tout ce qui m'a touché, tout ce que j'ai pu partager, tout ce que j'ai pu vivre. Donc je dirais que je serais autour du 7, Quand 7 sur même, 10. c'est bien. Ça va? Sans bloquer, je dois venir m'allonger sur ton divan ou. Ça va. À mon avis, en revoyant, en te revisionnant, ça va monter à 9 sûrement, quand tu verras tout ce que tu dis de beau et de magnifique, parce que vraiment, moi, de partager ce moment avec toi, ça me fait bien monter ma jauge. Et c'est vrai que porter notre attention sur l'amour, c'est ne pas porter notre attention sur le verre à moitié vide, et donc peut-être des choses tristes et difficiles. Et c'est aussi un des objectifs de cette conversation, c'est tout simplement nous rassembler, porter notre attention sur ce mot, sur la façon dont il vit dans ta vie et dans la vie des autres intervenants, et sur ce que ça peut éveiller et procurer dans notre cœur, quoi. Juste porter notre attention dessus. En fait, mon intention, c'est d'amener un petit peu plus d'amour dans le quotidien de chacun au travers de ces conversations. Est-ce que tu aurais un conseil qui te vient par rapport à cette intention que j'ai, un petit peu naïve et peut-être un petit peu, c'est comme si j'étais face à quelque chose d'irréalisable, mais vu qui tu es, ton expérience, j'aurais aimé entendre si tu avais un petit conseil ou une idée pour moi, pour m'aider par rapport à ça. Oui. Ah, alors, suite au dernier périple que j'ai eu la chance d'effectuer, c'était une marche de 1 mois dans Bruxelles, où pendant 1 mois, bon, on en a un petit peu parlé, enfin, où, enfin, mes amis se lassent un petit peu de cette histoire qui a fait assez bien le tour enfin, dans mon réseau d'amis et de connaissances. Mais ceci dit, ce qui était quand même très intéressant dans cette expérience urbaine où je suis parti pendant 30 jours dans Bruxelles sans revenir chez moi, sans rien planifier, pas de logement, enfin, où je me suis laissé porter
par la grâce, par la rencontre, par ce qui allait venir sur moi, enfin vers moi plutôt. Ce que j'ai essayé de faire tout au long de ces 30 jours pour me soustraire à un sentiment d'errance qui me guidait et pour retrouver comment dire, du sens justement, alors que je n'avais pas d'objectif, et c'est ça qui était très difficile dans cette expérience urbaine, c'est que pendant 30 jours, j'ai voyagé dans Bruxelles sans avoir une direction, et ça c'est très confrontant. On est vraiment dans la désorientation totale, et c'est à la limite anxiogène. Enfin, à certains moments, c'était carrément anxiogène. Et donc, ce qui m'a permis de retrouver du sens et de rester sur le chemin, c'était justement de renvoyer une intention éminemment positive. Vu qu'on est dans le sujet, on peut dire renvoyer de l'amour, mais c'était aussi de la sollicitude, de la bienveillance, de l'empathie à chaque personne que je croisais sur mon chemin. Et donc, si je peux donner un conseil, lorsque vous traversez la ville, lorsque vous empruntez des transports en commun, urbain, lorsque vous êtes dans un environnement où il y a d'autres personnes, même si pour l'instant c'est moins évident avec le Covid, mais renvoyer une intention éminemment positive aux personnes que vous croisez, aux personnes anonymes que vous croisez. Quelque chose se passera. Ça, j'en suis convaincu. Ce qui se passera, je n'en sais rien, mais quelque chose se passera parce que on ne peut pas en même temps renvoyer une intention éminemment positive et être dans de l'indifférence. On ne peut pas être empathique et être ailleurs avec son esprit. On est ici, maintenant, dans l'instant présent, unis à ce que nous sommes et peut-être unis à ce qui nous dépasse. Ouais, ok. Merci pour ce bon conseil. Merci beaucoup du fond du cœur. On approche un petit peu la fin. Merci d'avoir joué le jeu pour cet entretien qui est un petit peu inhabituel. Mais je voulais quand même te dire, est-ce qu'il y a une chose qui te tient à cœur de dire en particulier, quelque chose qu'on n'a pas cité encore pendant cet entretien et avec lequel tu aurais voulu conclure peut-être? Ce qui nous traverse de divin, je dirais, ne nous appartient pas, mais il nous appartient de le partager. Donc, investissez, je crois, je pense que investir le lien, le vrai lien, et pas le lien digital, mais un vrai lien qui présuppose qu'on va agir, me paraît vraiment fondamental. Surtout encore plus maintenant, quoi, où il y a quand même beaucoup de solitude. Et ça, on le voit dans l'hôpital aussi, enfin dans le milieu hospitalier, pas uniquement dans le milieu hospitalier, mais le lien à l'autre, la relation à l'autre, qui est investie avec, pour reprendre le sujet du jour, avec de l'amour désintéressé, me paraît vraiment vital et permet justement de retrouver une orientation dans notre vie si celle-ci est désorientée. Merci beaucoup de dire ça. Ça me touche énormément. En fait, c'est amusant parce que j'ai de la chance d'avoir un bic à côté de moi. Je ne m'attendais pas à prendre des notes comme à une conférence où je vais tout de suite apprendre des choses qui m'inspirent et qui me parlent, mais tu dis des choses tellement belles et tellement chouettes que je note vite en me disant ça, il faut pas que je l'oublie, mais je pourrais le réécouter, mais je peux pas m'empêcher de noter les belles choses que tu dis. Vraiment, merci beaucoup pour ça, pour ce partage. Mais on va conclure, mais juste avant de conclure, j'aurais voulu que tu dises un petit peu ton actualité, si les gens qui nous écoutent maintenant ou qui vont l'écouter en replay veulent un petit peu connecter ou être dans ce que tu fais, quelle est ton actualité en fait pour l'instant? Alors, pour l'instant, j'étudie. J'ai repris des études de philo, enfin théologie, à la KU Leuven, à l'université néerlandophone de Louvain. Et donc, voilà, ça, avec 3 enfants et puis avec un boulot à l'hôpital, ça me permet guère pour l'instant de proposer des ateliers de marche nocturne et de marche urbaine, d'ateliers de changement de regard.
Mais voilà, mon éditeur me dit toujours tout d'être un petit peu plus commercial, donc je le fais si voilà ce genre de sujet qu'on a abordé aujourd'hui vous intéresse. Ben voilà, il y a le bouquin Partir chez Oui, bien sûr. soi qui Partir est chez soi. Ok. Je Partir le chez mettrai soi, aussi sur mon site, comme ça super. les personnes peuvent aller voir et l'acheter et pouvoir aller un petit peu plus loin dans, dans le fait de te découvrir et de découvrir la façon dont tu abordes tout ça. En tout cas, Mhm. vraiment du fond du cœur, je te remercie. C'est un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi. Et vu qu'on ne s'est jamais vu dans la vie réelle, j'espère que cette rencontre sera l'occasion et que tu auras donné envie de un jour partager une table, un verre et une discussion en, de façon concrète, comme tu nous y invites, à aller dans l'action et dans le concret. Et j'espère qu'on aura l'action et le fait concret de pouvoir partager un moment avec toi. Ce sera vraiment un grand plaisir. Mais on va conclure. Ça va Merci. je vais juste faire la petite, le petit mot de la fin, qui est tout simple. Hein, du fond du cœur, je nous invite à tous d'avoir et d'être plus l'amour dans nos vies, plus d'amour pour nous-mêmes, pour les autres et pour tout ce qui nous entoure. Et du fond du cœur, en fait, je nous souhaite à tous d'être une source d'amour à quel que soit le niveau, que ce soit pour nos proches, que ce soit d'une façon universelle ou que ce soit pour soi-même, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Merci, au plaisir. Le prochain entretien, Sébastien, je crois que c'est quelqu'un que tu connais, qui te remet un grand bonjour, je crois même qu'il t'embrasse. C'est Pierre Portevin, ça sera la semaine prochaine et on pourra aborder ces questions avec lui. Merci beaucoup, Magnifique. très bientôt et au plaisir. Très belle journée à Merci toi en tout cas. Merci, merci. à vous Merci à tous. tous et à très bientôt.